On poursuit graduellement notre exploration des grands jalons du développement de l'enfant, aujourd'hui avec le quatre pattes. Certaines personnes perçoivent le quatre pattes comme un baromètre de la qualité du développement moteur de l'enfant, tandis que d'autres comme une phase transitoire vers l'acquisition de la marche. Mais il y a d'autres personnes aussi qui perçoivent le quatre pattes comme un mode de déplacement, tout simplement, qui peut être optionnel. Donc, l'enfant en fait ou en fait pas. Et même, parfois, on peut penser que si l'enfant en fait pas, c'est comme une force parce qu'il aurait, en quelque sorte, pas eu besoin du quatre pattes pour marcher. Donc, qu'en est-il? Ça promet d'être une discussion stimulante et je la ferai avec une ergo très spéciale pour moi, Sylvie Laplante, qui a été à une époque lointaine mon enseignante dans un de mes cours à l'université, puis une collègue de travail en clinique pendant quelques années, puis une grande amie. Alors, je suis vraiment contente de te recevoir, Sylvie. Bienvenue. Bien, merci, Josiane. Je suis super contente d'être là aussi. Alors, tu es ergothérapeute, ou je devrais dire, tu es encore ergothérapeute après 35 ans à accompagner les tout-petits dans plusieurs contextes, en CLSC, dans les écoles, les milieux de garde aussi, les CPE, l'équivalent des crèches pour nos auditeurs de l'Europe. Et là, qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse la plupart du temps. Comme ergo, je reste quand même disponible pour le mentorat. Je fais de la supervision, puis je fais des podcasts à l'occasion avec mes collègues ergo. Tout ça en 2 parties de golf. Exact. Mais on entame cette discussion qui, j'en suis convaincue, va être captivante dans quelques instants. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre « Bouger pour grandir », le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bon, Sylvie, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle du quatre pattes ce matin? Pourquoi ça nous stimulait justement de discuter de tout ça ensemble? Bien, le quatre pattes, c'est une question, en fait, que les gens nous posent souvent quand on travaille, bien, surtout quand je travaillais en CPE, je dirais. Souvent, quand l'enfant va pas marcher à quatre pattes ou va marcher de façon plus originale, dans les pouponnières, souvent, les éducatrices vont se questionner quant à est-ce que c'est normal, est-ce qu'on laisse faire, qu'est-ce qu'on devrait faire. C'est pas un sujet pour lequel les parents vont venir en clinique, pour eux, c'est une problématique ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment dans ce contexte-là que moi, ça m'a interpellée, surtout chez les tout-petits, de voir quand ça arrive pas, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est aussi une constatation clinique qu'on fait souvent quand on travaille avec les enfants au scolaire. Oui. Là, les enfants nous sont référés pour des difficultés d'écriture ou des problèmes de coordination motrice ou des trucs comme ça. Et souvent, en parlant avec mes collègues ergo, on constate que dans leur jalon de développement, bien, il n'y en a pas eu de quatre pattes pour cet enfant-là. Fait qu'on s'est souvent questionné sur est-ce que ça avait un lien de cause à effet, tout ça. La littérature n'est pas claire à ce sujet-là. Il y a des gens qui s'y sont penchés déjà, mais il y a toutes sortes de, de courants de pensée. Mais pour nous, aujourd'hui, on va en parler comme une étape importante dans le développement de l'enfant, puisqu'on constate que ceux qui, pour certains qui ont des défis dans leur développement futur, d'élèves ou d'enfants plus vieux, on va constater à ce moment-là que le quatre pattes était quelque chose d'important là, à ne pas négliger dans le développement du bébé. Bien, tellement. Puis tu as mentionné plein de choses qui m'ont donné le goût d'intervenir. Je vais essayer de les reprendre, de parler des questions qu'on reçoit. Donc, peut-être les éducatrices ou les responsables en milieu de garde éducatif à domicile, dans le fond, qui se disent est-ce que c'est normal? Donc, on va parler de ça, cette idée-là de normalité versus la séquence de développement. Et l'autre point que tu as apporté,
Tu disais les autres façons de marcher qui peuvent être créatives. C'est-tu le moment de donner quelques exemples où on va y revenir? Dans la façon dont les enfants vont se déplacer, dans la période où on est entre le ramper et j'apprends à marcher de façon autonome, ben écoute, on voit souvent ce qu'on appelle en anglais le bump scooting, donc l'enfant qui se traîne sur les fesses, parfois avec une jambe et un bras en propulsion et parfois... Surtout, moi, je l'ai constaté plutôt chez les enfants qui avaient un tonus musculaire un peu plus bas, qui vont utiliser leurs deux jambes là, en grenouille là, pour sauter et avancer sur leurs fesses. Et il y a ceux qui vont avoir un quatre pattes partiel, ils vont y aller à trois pattes. À 3 pattes, ouais. Avec une petite patte redressée qui est prête, elle, à se lever debout, mais qui vont se promener de cette façon-là. Puis ça, bien sûr, ça arrive après la phase où ils vont se déplacer en roulant. Là. Il y en a qui vont faire ça aussi. Après le ramper, ils vont rouler. C'est très comique, d'ailleurs. Mais oui, ça, c'est les façons, je te dirais, les plus communes. Mais il pourrait en avoir d'autres, là. Oui, il pourrait en avoir d'autres parce que chaque enfant est différent. Ils sont propulsés par ce désir-là de se déplacer le plus rapidement possible. Fait que c'est la phase d'exploration puis de « je veux bouger et circuler ». Donc, ils vont se trouver un moyen. Alors, pourquoi ils font pas le quatre pattes? Ça, c'est une autre question. Mais effectivement, si on est avide consommateur de réseaux sociaux en lien avec le développement de l'enfant, on va voir beaucoup de vidéos circuler avec ces modes de déplacement-là créatifs. Et c'est vrai que c'est drôle, c'est vrai que c'est très mignon, mais en même temps, c'est parlant. On peut émettre des hypothèses quand on voit ces modes de déplacement-là de ce que l'enfant peut peut-être compenser, comme tu nommes peut-être le tonus musculaire ou autre. On va en reparler. Peut-être que ça serait intéressant de revenir juste un petit peu en arrière puis reprendre cette idée-là de séquence du développement de l'enfant, de jalons moteurs et de se dire où il fit le quatre pattes là-dedans. Oui, absolument. Ben si on retourne au tout petit bébé qui arrive, c'est sûr que les premières étapes vont être le retournement du dos au ventre et une fois que le bébé est capable d'être sur son ventre, il va travailler très fort à essayer de redresser sa tête et à renforcer tout son cou, ses épaules. Éventuellement, il va se redresser sur ses bras. C'est l'autre étape avant de commencer à ramper et à se tirer. Ensuite, à cette époque-là, il va arriver la période où le bébé va commencer à être capable de se mobiliser suffisamment puis de se repousser avec ses bras pour pouvoir s'asseoir tout seul. Et suite à ça, ben il y a le quatre pattes généralement qui va s'insérer entre cette période-là et la période du chevalier et ensuite de se lever debout. C'est quoi le chevalier? Le chevalier, c'est la partie à genoux, mais tu sais, comme quand quand quelqu'un te demande en mariage et se met sur un genou. Alors, c'est la partie où l'enfant à genoux debout, que moi j'appelle, et puis qui va se redresser une jambe prêt à se repropulser pour se mettre en position debout. C'est un petit peu, on l'appelle le chevalier. J'ai jamais entendu cette expression-là. Oui, c'est vraiment après le quatre pattes, l'enfant va se redresser sur ses deux genoux. Il va avoir la force de faire ça contre gravité. Puis l'étape suivante, ça va être de se relever un genou pour pouvoir se pousser et se mettre en position debout. Dans les jalons de développement, là, on n'a pas parlé des âges parce que ça varie un peu, mais je dirais que le quatre pattes s'insère entre 7-9 mois dans le développement. Ça peut être avant, ça peut être après. Et ça implique que l'enfant ait suffisamment développé toute la force autour de la ceinture scapulaire qu'on appelle, le cou, les épaules, les bras, les omoplates, c'est ça. Ouais. Tout ce qui est proche là, du centre du corps pour stabiliser, dans le fond, les bras sur lesquels l'enfant va placer son poids. Exactement. Ça implique aussi qu'il puisse ramener ses deux jambes, puis il va être en appui sur ses genoux, sur ses jambes, et il va avoir un déliement au niveau de la cheville qui va s'installer aussi pour être dans la position quatre pattes. Il va y avoir aussi, à ce moment-là, la nécessité de vraiment ouvrir les mains parce que les petits réflexes doivent être contrôlés à ce moment-là. Alors, l'ouverture des mains, l'appui, toute
la mise en charge qui se place là. Et quand l'enfant essaie de se mobiliser à ce moment-là, il va y avoir toute la coordination entre le haut et le bas du corps qui va s'installer. Hein? Souvent, on va les voir faire des devant, derrière. Un petit là, balancement. Le petit balancement, Ouais. c'est ça. Et puis, éventuellement, ils vont essayer d'avancer. Puis, ce qui est magique avec le quatre pattes, en fait, ce qui est très important, c'est que c'est la première étape au plan de l'apprentissage moteur, où l'enfant va utiliser les deux côtés de son corps, la gauche et la droite, mais de façon contralatérale, c'est-à-dire qu'il va avancer sa main droite et le genou gauche. Et la main gauche et le genou droit en contralatéral comme ça. C'est là qu'on parle de réciprocité, de mouvement réciproque. Exact. Ouais. Réciproque, c'est la latéralité qui s'installe, c'est la création d'une nouvelle connexion neuronale entre les deux hémisphères du cerveau, qui on sait que l'hémisphère gauche s'occupe du côté droit du corps et l'hémisphère droit du côté gauche. Donc, c'est là où est-ce que ce mouvement-là va s'installer. C'est super important au niveau de la coordination motrice. Et puis, une fois que l'enfant a acquis ça, bien là, il peut se déplacer de façon efficace là, dans cette position-là. Mais il va y avoir des répercussions, j'imagine aussi, sur tout le traitement cognitif, parce que d'être capable de solliciter l'ensemble de notre cerveau en même temps ou d'une manière alternée, faire passer l'information d'un côté à l'autre, dans le fond, la motricité du corps est comme le précurseur à tout ça, hein, pour le cognitif, l'académique plus tard aussi. Bien, c'est ce qu'ils disent dans la recherche, parce que dans le fond, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les mêmes aires cérébrales qui s'occupent du fonctionnement de l'activité motrice s'occupent aussi de tout ce qui est mémoire, attention, perception du corps dans l'espace. Alors, c'est des trucs qu'on peut retrouver là, dans la recherche là, qui nous dit qu'effectivement, le développement moteur va aussi avoir une incidence sur tous les processus d'apprentissage de l'enfant après. J'ai pas parlé de la vision, qui est aussi quelque chose qui se développe à travers le quatre pattes. Tellement, oui. Mais en fait, je pense que tu as entamé une section où tu es en train finalement en même temps de parler des bénéfices du quatre pattes, parce qu'on était en train de revoir la séquence de développement, mais on peut peut-être continuer sur cette tangente-là, l'aspect du contrôle des yeux, puis de la perception visuelle finalement, qui est aussi très sollicité dans le quatre pattes. Oui, parce que l'enfant, dans la position quatre pattes, a la tête en extension, évidemment, parce que la tête va toujours se replacer avec la gravité, et que quand il se promène au sol, il va faire un balayage horizontal avec ses yeux, qui est très important au niveau du développement de la vision latérale, puis qui a un lien aussi, où on peut penser, en tout cas, parce que quand on voit nos petits plus vieux, un lien avec la lecture, hein, qui est un mouvement horizontale comme ça aussi qu'on fait. Et puis, il y a toute la vision de ce qui est la convergence visuelle quand l'enfant regarde au sol et les choses sont toutes proches. Et là, il se redresse et il regarde au loin. Donc, tout ça, c'est aussi un développement visuel qui est important dans l'apprentissage futur quand, par exemple, l'enfant sera assis à son pupitre et sera à recopier des trucs qui sont écrits au tableau. Donc, je regarde le tableau, je vais à ma feuille et j'écris. C'est un peu le même travail visuel qu'il va devoir faire que dès le quatre pattes, il commence à travailler. Mais tellement. C'est toute cette notion-là d'accommodation visuelle. Donc, quand je me déplace, habituellement, je cible quelque chose vers quoi je m'en vais, puis cet objet-là se rapproche graduellement. Donc, comme tu expliques, les yeux doivent s'ajuster au fur et à mesure pour que l'image reste nette tout au long. Puis quand je le fais d'une manière plus saccadée, donc un mouvement rapide entre le tableau et, par exemple, ma feuille sur laquelle je suis en train d'écrire, bien, j'ai d'autant plus besoin que cette accommodation-là se réalise rapidement, oui. Mm-hmm. Ça, c'est la partie qu'on peut attribuer, en fait, à la marche à quatre pattes aussi. On peut-tu parler un instant de croisement de la ligne médiane? Parce que lorsqu'on marche à quatre pattes, on est dans des mouvements réciproques, donc côté droit, côté gauche, mais nos membres croisent pas la ligne médiane à ce moment-là. Exact. Veux-tu juste rappeler c'est quoi la ligne médiane avant qu'on poursuive? Oui, en fait, la ligne médiane, c'est la capacité qu'on a de pouvoir croiser
C'est la ligne qui fait Ouais. qu'on pourrait tracer au centre de notre corps. Vous me voyez pas là, mais Tes gestes sont très parlants pour moi, mais c'est une ligne qu'on pourrait Oui, tracer au centre Ouais. de notre corps. Et croiser la ligne médiane veut dire, par exemple, pour l'enfant droitier, d'être capable de commencer à écrire à gauche de son corps Ouais. et s'en aller vers la droite. Donc, on passe de l'autre côté. S'asseoir en tailleur, ça signifie aussi, par exemple, de croiser la ligne médiane. Quand l'enfant, par exemple, va être assis au sol, puis qui va faire un casse-tête à sa droite, puis qui est en appui à gauche, il va croiser sa ligne médiane là aussi. Alors, c'est des exemples, mais c'est pas quelque chose que le 4 pattes va nous apporter. Mais en fait, j'étais en train de faire un lien avec la vision parce que c'est ça que tu as décrit. Quand les yeux passent de droite à gauche, les yeux croisent aller-retour la ligne médiane et de là, ça permet cet échange-là d'informations. Ce que j'essaie de dire, c'est que tant au niveau conscience, perception de l'environnement, tous des précurseurs à ce qu'on va faire, notamment quand on va écrire et qu'on va justement traverser la ligne médiane, autant en lecture, en écriture, mais toute la notion d'espacement, formation des lettres et tous ces éléments-là, dans le fond, viennent chercher certaines fondations dans le 4 pattes. C'est là que je m'en allais avec ça. D'accord. Tu as bien raison. Je suis d'accord. En cours de route, tant qu'à être sur le sujet de l'écriture, tu as mentionné qu'on ouvrait les mains puis qu'on intégrait plein de petits réflexes. C'est quoi le réflexe principal qu'on vient chercher à intégrer quand on ouvre la main? Bien, c'est vraiment le réflexe d'agrippement qu'on veut intégrer à ce moment-là pour que l'enfant puisse avoir une ouverture des doigts qui est efficace dans la propulsion du 4 pattes, mais qui va aussi l'aider beaucoup dans le développement de toute sa dextérité fine. Parce que si l'enfant reste coincé, puis on le voit chez les enfants dont le réflexe n'est pas intégré, mais aussi chez les enfants qui ont une certaine hypersensibilité au niveau tactile, ils vont essayer de limiter la surface de la main qui est au contact du sol parce que c'est pas agréable pour eux. Donc, ils vont utiliser toutes sortes de stratégies de fermeture ou d'utiliser les jointures ou les poignets. Alors, c'est important dans le 4 pattes que l'enfant puisse vraiment passer par-dessus toutes ces réactions-là pour pouvoir se développer une dextérité fine qui va être efficace et fonctionnelle pour les prochains apprentissages. Là. Mais le 4 pattes lui-même émerge de ce qui s'est passé avant. Puis lorsque le bébé passe du temps sur le ventre, notamment, éventuellement pousse un peu sur ses mains, il commence à avoir ce contact-là. Mais si on a un bébé qui n'est peut-être pas à l'aise sur le ventre pour plusieurs raisons, bien, il y a moins cette expérience-là d'ouverture de sa main. Et de là, le corps peut se mettre à percevoir que c'est moins confortable, cette stimulation-là, ce qui fait que ça lui donne moins de goût d'un point de vue sensoriel à explorer le 4 pattes. Effectivement, ça pourrait être le cas, oui. Parce qu'on va voir la sensibilité émerger bien avant d'arriver aux 4 pattes parce que le contact est là, c'est sûr. Ouais. Alors, s'intéresser aux jalons à partir du début, pas seulement à partir du moment où le 4 pattes devrait arriver, mais pour que les préalables aux 4 pattes se mettent en place. Oui, c'est important parce que déjà, tu sais, souvent, on va rencontrer des parents qui vont nous dire « Ah, ben il n'aime pas ça être en plat-ventre, mon bébé, il pleure tout le temps, il n'est pas bien, il n'est pas capable de relever sa tête. » Fait que souvent, il y a des raisons pour ça. Puis c'est différent pour chaque enfant, bien sûr, mais tu sais, on peut penser, par exemple, qu'un petit bébé qui naît avec un torticolis de naissance pourrait effectivement être inconfortable à essayer de faire une extension de son petit cou qui est un peu dévié. Fait qu'à ce moment-là, c'est important de bien observer ça pour pouvoir aller chercher le soutien qu'on a besoin là, pour aider le bébé, pour pas que ça ait des impacts plus loin dans son développement aussi. On a déjà parlé du petit bébé qui est très sensible au toucher. Ça peut être la même chose aussi. Ça me fait penser quand on est en train de revoir un peu quels obstacles peuvent limiter peut-être les opportunités de l'enfant d'aller à 4 pattes ou d'en bénéficier autant. Est-ce que les vêtements, dans le fond, peuvent
avoir une influence. Tu sais, si l'enfant, il a comme trop de linge puis il est tout pogné ou s'il y a des souliers. Parce que l'enfant qui commence à faire du 4 pattes, là, peut-être entre 7, 8, 9, 10 mois, ben il peut en même temps commencer à se mettre debout et là, peut-être qu'on peut avoir le goût de lui mettre des souliers pour qu'il se sente plus stable. Mais à 4 pattes, les souliers, c'est pas aidant. Effectivement, pour le 4 pattes, l'idéal, c'est vraiment les bébés en couche, avec peu de vêtements, peu de chaussures pour, premièrement, avoir le contact au sol, une meilleure stabilité, parce que les pantalons, ça glisse, les collants, ça glisse, les robes, les petites robes là, des petites filles, ça enfarge les genoux, on n'est pas capable d'avancer. Puis la chaussure va vraiment pas être aidante pour le 4 pattes parce que ça va vraiment empêcher la cheville de pouvoir faire son travail et les petits orteils de s'agripper au sol pour la propulsion. Donc, idéalement, on pratique ça avec des vêtements très confortables ou pas de vêtements non plus. Pas de vêtements. Oui, c'est ça. Juste avec le cache-couche, c'est parfait. J'ai lu un article, je vais essayer de le retrouver, le mettre en référence, sur le fait que les bébés qui arrivent dans la période de l'apprentissage du 4 pattes durant l'été sont plus sujets à faire du 4 pattes, justement, parce qu'on va leur mettre moins de vêtements ou on va passer plus de temps dehors où ils vont naturellement aller à 4 pattes. Je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, parce qu'ils ont moins de contraintes. En hiver, il fait froid. Il y a beaucoup de parents qui vont mettre les enfants moins au sol l'hiver parce que les planchers sont froids, parce qu'ils ont peur qu'ils attrapent un courant d'air, parce que, dépendamment de leur contexte, évidemment, là, puis ils sont tout habillés, tout coincés dans leur habit de neige et tout, alors c'est moins propice à la mobilité. Hein? C'est ça. C'est absolument. Oui, quand tu les vois assis dans le banc de neige dehors à la garderie, tout habillés, c'est difficile de se mobiliser. Mais on prend l'air, c'est bon quand même. Donc, si on veut optimiser les contextes pour l'enfant, il faudrait faire notre bébé durant quel mois de l'année pour que ça soit l'été quand il va avoir 9-10 mois, là, comme au printemps. Au printemps. Il faut qu'il arrive au printemps. Puis il est prêt à ramper, au début du printemps, comme ça, il est prêt à ramper à la fin de l'été. C'est parfait, là, ça marche. Fait qu'analyser tout ça, les couples en préparation de famille. Sinon, on utilise une petite pièce de la maison qu'on chauffe, là, puis qu'on laisse l'enfant explorer avec moins de vêtements pendant l'hiver. Ou un tapis, dans le fond, on peut être moins hésitant à placer l'enfant sur le tapis. Tout à fait. Oui. Merci. C'est un bon point. Oui. On passe sur plein de tangentes, mais je pense qu'on n'avait pas fini sur les bénéfices. Il te restait comme le sensoriel. Hein? Je pense que tu voulais mentionner. Bien, clairement, tout ce qui est vestibulaire, hein, parce que... c'est vrai, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais avec la marche à 4 pattes, on est en train de travailler vraiment un de nos petits canals semi-circulaires qui travaille à l'horizontale. Ouais. Alors, c'est important, là aussi, le ressenti du mouvement pour le bébé. Que si c'est un bébé qui est inconfortable dans certains mouvements, ça peut avoir une incidence s'il va développer ce type de marche-là ou autre chose, pour se déplacer. Oui, parce que ce système vestibulaire-là, puis pour aller en détail là-dedans, je vous mettrai en lien un épisode qu'on a fait spécifiquement sur ça, où j'explique bien c'est quoi ces petits canaux-là, mais l'enfant a besoin de vivre plusieurs expériences de mouvement avec la tête dans différentes orientations. C'est ça. Donc, pas juste la verticale, la position assise ou dans les bras ou éventuellement debout, mais vraiment se déplacer à l'horizontale, autre que seulement être à l'horizontale quand je dors, par exemple, ou sur le dos. Ce sont des positions, mais il faut la variété. C'est là que vient la richesse de l'information. Est-ce que, parlant de dos, est-ce que, dans le fond, le fait les enfants dorment beaucoup sur le dos, je pense que ça a été nommé que ça peut être un facteur
dissuasif, en fait, pour les parents, c'est qu'il y a comme une peur qui s'est installée au niveau de la dangerosité que de coucher un bébé sur son ventre, qui est tout à fait légitime. Mais des fois, on va dans l'extrême. Alors, pour dormir, c'est parfait, mais quand on arrive dans les périodes de jeu, c'est vraiment essentiel de pouvoir mettre son bébé sur le ventre pour qu'il puisse explorer aussi cette position-là dans un moment où est-ce que le parent accompagne l'enfant, il est là à l'observer, puis qu'il n'y a pas de danger. On est là pour une petite période de jeu, c'est plaisant et tout ça. Alors, il y a des parents qui exclut un peu cette position-là en lien avec l'apprentissage que dormir sur le ventre, c'est dangereux. Donc, ça, on a vu que ça, à travers les années, en tout cas, pour les vieilles ergots comme moi, petit constat qu'on a pu faire, que quand ce changement-là a eu lieu, c'est qu'on a vu plus d'enfants qui avaient pas eu toutes les opportunités, disons, de développer les jalons de développement moteur normatif, si je peux dire, là, entre guillemets. Mais c'est ça. Alors, il y a ça. Puis, il y a un autre événement aussi que moi, j'ai remarqué, puis j'assume que je ne suis pas la seule pour en avoir discuté avec d'autres, mais tout aussi... cette génération-là de sièges d'auto-portable qui fait que les bébés sont constamment assis partout. Hein? Ils sont assis dans l'auto, sont assis dans la poussette, sont assis à la table dans la maison, sont assis sur le plancher parce que c'est confortable, c'est facile. Mais à ce moment-là, on peut voir chez certains enfants qui ont moins d'opportunités de travailler la motricité au sol, que ça peut avoir une incidence là, dans le développement de toute leur musculature puis de leur capacité à se mobiliser, là. Alors ça, c'est des petits constats sociétals, occidentaux. mais en fait, c'est une question d'opportunité, justement. Il n'y a rien de spécial à faire, puis il n'y a rien qui est fondamentalement mauvais, nécessairement, de passer quelques instants dans un transat parce qu'il faut prendre une douche, mais il faut que l'enfant ait assez de temps au sol pour développer cette mobilité-là, pour être à l'aise pour lever sa tête, se tourner, éventuellement s'asseoir et aller à quatre pattes. Et c'est ça qui va lui permettre de passer à travers chaque jalon. Effectivement. Effectivement. Puis aussi, on peut encourager fortement les gens qui travaillent auprès des poupons aussi, parce qu'il y a encore un réflexe qui s'est installé d'asseoir les bébés. Beaucoup, quand ils ne sont pas nécessairement tout à fait rendus à ça. Puis on a beaucoup d'objets maintenant qui nous aident à le faire. Mais c'est souvent plus important pour le bébé qu'on le dépose à plat ventre au sol ou sur le dos pour qu'il se retourne. Mais une fois qu'il s'est retourné, c'est bien de le déposer plutôt sur son ventre pour que lui apprenne à contrôler tous ces petits muscles-là plutôt que d'être placé dans une position à laquelle il peut être confortable, mais il va être moins appelé à bouger là, puis à se déplacer de façon... autonome là, dans cette position-là. Fait que ça, c'est une autre façon de pouvoir faciliter le développement de la marche à quatre pattes. Là. Bon rappel. On était en train de voir les bienfaits du quatre pattes. Est-ce qu'on avait fait le tour? On a parlé de sensoriel, de motricité fine à travers intégrer les réflexes de la main, de vision. On a parler de posture, contrôle postural. On en a peut-être moins parlé, mais toute la stabilité au niveau musculaire, là, de tout le tronc, en fait, aussi, étant donné que la gravité pèse sur le bébé, il doit vraiment renforcer tous ses muscles abdominaux et toute la ceinture du tronc, en fait, là. C'est un autre avantage de cette position-là. Parce que quand on les voit assis, assez tôt, on voit la petite syphose là, dans le dos qui est encore présente. Alors, quand le bébé se positionne à quatre pattes, il doit vraiment travailler fort pour remonter toute cette musculature-là. OK, donc j'arrive avec la clarification des termes. La syphose, c'est le contraire de la lordose. Donc, c'est comme arqué vers l'extérieur. C'est ça. Comme dos rond, dos creux. Là. Exact. Donc, le chat... Avec le dos rond, ça, c'est la syphose. Puis dos creux, ça serait la lordose. C'est ça. Donc, quand si je manque d'équilibre peut-être entre mes muscles fléchisseurs et extenseurs, justement, ça peut tirer d'un côté ou de l'autre. Et dans le fond, tu nous disais qu'on peut observer la syphose
la rondeur du dos chez un enfant qui est assis, chez l'enfant qui n'aurait peut-être pas fait de 4 pattes. Et ça s'explique parce que l'équilibre des muscles est Bien, pas installé ou... Ben possiblement. Ouais. En OK. tout cas, pour Ouais. certains enfants, c'est sûr que une fois qu'ils ont acquis la marche à 4 pattes, ils vont avoir travaillé beaucoup toute la force de Ouais. leurs abdominaux puis des muscles dorsaux, de sorte qu'il y a une plus grande stabilité au niveau du tronc. Et à ce moment-là, dans la position assis, on va avoir un dos OK. qui est plus droit parce que l'enfant est plus en contrôle lorsqu'il se retrouve dans l'axe de la gravité. Ouh! Fait que c'est une des choses Ouais. qu'on peut observer là, qui aide de faire la marche à 4 pattes, Ouais. c'est que ça développe la force de tous les muscles et de Dans tous le les tronc. Ouais. du tronc. Ouais. Et tu parlais des ceintures, donc les ceintures scapulaires, donc celle des épaules qu'on a parlé tantôt, Ouais. des omoplates, puis Ouais. l'autre, c'est la pelvienne, celle qui est au niveau du bassin. Fait que dans le fond, ce sont comme les deux bouts qui soutiennent le tronc. Exact, Ouais. c'est ça. Et que c'est les bras qui sont en mise en charge, Ouais. donc la ceinture scapulaire doit Ouais. vraiment être renforcée à ce moment-là. Et la même chose pour les hanches. C'est les genoux qui sont en contact avec le Ouais. sol, donc toute la mise en charge se fait au niveau des muscles des fessiers, des hanches et tout ça. Donc, ça renforce beaucoup de choses que de marcher à 4 pattes. Puis évidemment, comme on parlait du tronc, qui doit aussi être en contrôle à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est une position qui est différente des autres. Fait qu'à travers ça, il y a plein de musculatures qui peuvent se développer. Et dans le fond, si on saute le 4 pattes, c'est qu'on a moins d'opportunités de développer cette musculature-là qui se développe à travers ça. C'est ça. Ouais. C'est sûr que si on pense à la mécanique de l'enfant qui va se traîner sur les fesses, c'est sûr qu'il va développer d'autres muscles dans ses jambes, puis parfois dans un de ses bras qui va le propulser, rarement les deux, moi en tout cas, j'ai pas vu, mais ce sera pas c'est pas la même mise en charge que quand tout ton corps porte sur tes deux mains et tes deux genoux. Donc oui, il va y avoir un développement musculaire qui va se faire, mais il sera peut-être pas non plus aussi bilatéral parce que souvent, l'enfant va développer plus un côté quand il va se propulser assis. Souvent, ça va être une de ses deux jambes et le bras contraire. Puis là, il va développer beaucoup de force dans cette jambe-là, mais beaucoup moins dans l'autre. Alors, une fois qu'il va se retrouver debout, bien qu'il y en a qui vont finir par acquérir un équilibre musculaire quand même, c'est sûr, là, mais ce ne sera pas de la même manière que l'enfant qui va suivre cette séquence-là de je rampe et ensuite je me mets à 4 pattes et ensuite je me lève debout. C'est ça. Ça va être différent. Mais en début d'épisode, on parlait de c'est-tu normal? Donc, est-ce qu'on peut faire des liens en se disant, OK, ben c'est tout normal. L'enfant va arriver dans les normes à marcher, à s'asseoir et éventuellement peut-être à marcher à 4 pattes si on lui demande quand il va avoir 2 ans ou si on le fait puis il nous imite. Là. Pas facile de demander à un 2 ans, va marcher à 4 pattes. Mais c'est là qu'on peut peut-être penser au développement optimal. Donc, il a développé beaucoup de muscles assez pour fonctionner, pour jouer, mais c'est pas aussi optimal que s'il avait été cherché toutes les possibilités motrices dans les muscles de son corps. C'est ça. Fait qu'en sachant ça, mais on va pouvoir créer des espaces de jeu ou des stratégies pour essayer d'aider cet enfant-là à passer du temps à 4 pattes pour pouvoir équilibrer toute cette musculature-là que le 4 pattes offre, dans le fond. Ouais. Mais on va en reparler dans un instant de comment on peut encourager ça chez les tout-petits et chez les plus grands. Mais je suis curieuse parce que là, on a fait beaucoup de liens en se disant, OK, le 4 pattes est bénéfique pour ça, pour ça, pour ça. Donc, on devrait encourager l'enfant à marcher à 4 pattes et ça peut nous mener à inférer des conséquences. Mais il n'y a pas officiellement de grandes preuves pour dire si on ne fait pas de 4 pattes, voici les répercussions qui peuvent arriver. Qu'est-ce que nous dit la littérature là-dessus?
Bien, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup de Ouais. littérature qui fait des liens de cause à effet avec la marche à quatre pattes. Il y a des courants de pensée. C'est sûr que, ben, d'un point de vue plus anthropologique, je dirais, Ouais. il y a des chercheurs qui ont regardé dans divers peuples. Si on parle de la Nouvelle-Guinée, du Mali, du Paraguay ou de l'Indonésie, c'est des enfants qui ne font pas de quatre pattes dans leur développement. Pour la plupart, ils sont portés par leur mère sur leur dos beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de leur petite enfance. C'est des peuples qui mettent rarement les enfants au sol pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour leur santé ou ils faisaient référence aussi au fait que certains animaux qui nous ressemblent ne mettent pas leurs enfants au sol non plus. Ils vont les porter, s'agripper et c'est des animaux qui ne feront les pas singes? Les eux singes, autres qui nous oui, ressemblent? oui, qui font pas de quatre pattes. Alors, intéressant. il y a comme un courant de pensée qui dit que dans le développement, dépendamment d'où on vient, c'est pas nécessairement un jalon moteur important. Mais on ne sait pas à long terme ou dans les activités fonctionnelles de l'enfant plus tard s'il va avoir des différences, par contre. Alors, c'est comme un courant de pensée qu'on dit plus occidental ici, des dernières années, là, des derniers 50, 60 ans, où on pense que de suivre une certaine séquence et de laisser l'enfant au sol pour qu'il puisse développer sa motricité de façon optimale, que c'est important. Il y a des pédiatres qui... C'est ça, la littérature est pauvre. C'est comme je dis, il y a des gens qui pensent que oui, ça a une incidence sur le développement de tout ce qui est écriture, lecture, même langagier pour certains, cognitif en tout cas, tout ce qui est mémoire, attention. Mais c'est des gens qui pensent. Les chercheurs ne sont pas capables de prouver que cette hypothèse-là, on est capable de la vérifier. Mais c'est ça. Mais en même temps, on dit que c'est important pour toutes les raisons qu'on a nommées avant. Alors, tu sais, c'est sûr que combien de parents nous ont dit, ben moi, mon enfant peut marcher à quatre pattes, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, puis tant mieux. C'est peut-être ceux qui sont plus fragiles, qui ont des petites fragilités ou qui vont avoir plus de défis. Puis c'est là qu'on remarque cliniquement qu'ils n'ont pas passé cette étape-là. Alors, est-ce que ça a un lien de cause à effet? On pourrait penser que oui, mais ça pourrait être non aussi. Mais on sait que concrètement, ça a des répercussions positives en général, mais on ne peut pas le prouver scientifiquement encore. En tout cas, ça n'a pas été fait à ma connaissance. Mais si je me fais l'avocate de la science, c'est pas facile créer un projet de recherche qui va vérifier ça parce que les impacts peuvent être longtemps plus tard. Puis effectivement, si l'enfant ne fait pas de quatre pattes, il va marcher quand même. Alors, ça serait plus facile à déterminer où va marcher. Puis en fait, l'enfant qui ne fait pas de quatre pattes va tendre à marcher plus tôt parce qu'il a vraiment envie de se développer, de trouver un moyen de déplacement, cet enfant-là. Donc, on peut se dire, comme je disais tantôt, est-ce que c'est une force de ne pas avoir passé par le quatre pattes, de ne pas en avoir eu besoin? Mais quand on parle des impacts sur l'écriture, je vais parler de ce que je connais plus que la lecture, bien, quand l'enfant commence l'apprentissage de l'écriture en 6-7 ans, c'est pas le temps de dire qu'il y a des impacts parce que c'est difficile, l'apprentissage, ça prend du temps pour que l'enfant apprenne à bien faire des lettres, à bien faire les espacements, à bien mettre ça sur la ligne et qu'il passe à une étape où il n'y a plus besoin d'être concentré sur ces aspects-là moteurs et sa façon de tenir le crayon. Donc, c'est quand l'enfant est rendu à 8, 9, 10 ans que là, on pourrait possiblement apprécier les impacts de ne pas avoir marché à quatre pattes. C'est dur de dire... et de contrôler toutes les variables qui viennent avec ça. Oui, effectivement, c'est pas facile. Il y a la façon dont l'enfant est stimulé. Est-ce qu'il a eu accès à beaucoup d'activités de motricité fine? Donc, très, très difficile d'isoler cette variable-là dans le projet de recherche. Fait que je pense qu'on n'aura jamais cette confirmation-là, est-ce qu'il y a un impact ou pas. Mais cliniquement, c'est comme tu disais, moi, je l'ai vécu beaucoup dans ma pratique, c'est que lorsqu'on reçoit des demandes de services pour accompagner l'enfant, motricité fine, écriture, c'est très fréquent que quand on fait un historique, l'enfant n'a pas fait de quatre pattes ou le fait moins longtemps. Tout à fait.
On peut penser que c'est une bonne chose que de le pratiquer, de le travailler. Oui. Mais il n'y a pas d'impact Mais négatif. sans savoir, exactement, sans savoir vraiment si, au bout du compte, ça aura ou pas un impact sur cet enfant-là, mais qu'on privilégie quand même la capacité de le développer. Bien, quand on crée ces opportunités-là, on nourrit un peu comme la littératie motrice, on donne plus de vocabulaire moteur à l'enfant, donc plus de possibilités pour construire plein de nouveaux petits passages neuronaux dans le cerveau, là. Et pour faire un lien avec les réflexes aussi, qui est aussi un de tes sujets de prédilection, c'est pour aider l'enfant à passer par-dessus ces réflexes-là ou à les intégrer selon le langage qu'on utilise. La marche à 4 pattes est très importante parce que c'est elle qui amène vraiment la connexion entre les 2 hémisphères et le début d'activités plus complexes de coordination, de latéralité. C'est ça. OK, bien, on est vendu à l'idée que c'est positif de créer des contextes pour que l'enfant puisse développer ce mode de déplacement-là et qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est de la prévention. C'est mettre les chances de notre côté, que peu importe la contribution du 4 pattes dans le développement, pourquoi pas en bénéficier. Alors, on a parlé des bébés. On a dit mettre le bébé sur le ventre, lui donner ces expériences-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Une fois que l'enfant, par exemple, commence à se déplacer autrement, il fait du 3 pattes ou rapidement, il va vers la marche et il n'a pas eu autant d'opportunités de faire du 4 pattes, comment on peut le ramener, peut-être l'inspirer? Parce que l'objectif, c'est la motricité libre. Ce n'est pas de... On ne peut pas forcer un bébé à prendre une position. Mais tu sais, on peut juste imaginer, par exemple, si je me mets en contexte de CPE, de garderie ou de crèche, quand c'est le temps d'aller jouer dans le gymnase, puis qu'on fait un petit parcours moteur avec nos coussins, bien, on met des petites pentes, on met des tunnels, puis on met des petits escaliers parce que face à l'escalier, le petit bébé qui se promène sur ses fesses ne peut pas monter. Alors, pour pouvoir monter l'escalier, ben il faut qu'on fasse un petit transit vers à genoux avec les mains sur la marche, puis essayer de l'encourager à mettre un genou après l'autre sur la marche pour monter un escalier. Ben on peut pas, à moins de la monter de reculons sur les fesses, puis j'ai pas vu ça souvent. Il faudrait que l'enfant soit vraiment très créatif. Ben ça aide beaucoup. Et les petites pentes sont géniales pour ça aussi, parce que monter une pente assis de face, c'est complexe. Alors, si on fait ça, puis qu'on met l'enfant en position à genoux, bien, on l'encourage à essayer de développer une stratégie qui ressemble à un 4 pattes pour monter. Même chose pour le tunnel. Si l'enfant veut passer en dessous, puis qu'il ne peut pas passer assis de toute sa hauteur, parce que c'est plus petit, c'est plus bas, bien, c'est encourageant. Alors, on fait rouler les ballons, on les attire, on travaille ça de façon ludique pour s'amuser. Et ça aide beaucoup. Pour les petits qui auraient de la difficulté, par exemple, au niveau du 4 pattes avec l'intégration là, des jambes, de rentrer ses petits genoux sous sa bédaine, bien, on peut le placer dos à un mur pour qu'il puisse se propulser par accident avec ses pieds quand on le place sur son ventre ou à 4 pattes. À ce moment-là, quand l'enfant peut se propulser en poussant au mur accidentellement, bien, il comprend que de cette manière-là, il peut avancer plus facilement parce qu'il y a toujours la période du reculon qu'on n'a pas parlé, là, mais souvent, ils s'essaient, ils reculent plus qu'ils avancent. Alors, ça peut devenir décourageant pour nos petits qui sont plus intenses, moins patients, moins tolérants. Alors, on leur donne un petit coup de pouce à ce moment-là avec notre main, avec notre jambe, un petit coup de mur pour des périodes de jeu. Bon point. Fait que ça, chez les tout-petits, c'est vraiment plus simple. C'est sûr que c'est plus simple avant l'acquisition de la marche parce qu'une fois qu'ils sont debout, bien, il reste toujours les escaliers qui sont notre meilleur allié parce que quand on doit monter au 2e étage ou qu'on doit descendre, bien, c'est important de le faire à 4 pattes. Puis moi, je préconise pas la descente sur les fesses, là. C'est vraiment la descente à plat ventre, de reculons, pour la sécurité des enfants. Donc, c'est le défi à ce moment-là pour le parent ou pour l'éducateur ou l'ergo
ou le physio, d'être créatif dans les mises en contexte là, pour la marche à 4 pattes. Moi, j'en ai une autre idée de mise en contexte, c'est les cachettes surprises. Fait que si on a des meubles ou des lits avec pas beaucoup d'espace et on cache des petits toutous, des petites figurines. Et d'emblée, l'enfant, s'il veut aller voir c'est quoi la surprise qui s'est cachée sous le lit aujourd'hui, bien, il doit aller soit à 4 pattes d'abord ou du moins sur le ventre. Et si l'enfant n'est pas à l'aise avec le 4 pattes, mais juste d'être sur le ventre puis de se tirer pour aller chercher la surprise puis de se relever, il va repasser possiblement par le 4 pattes. Et ces expériences-là sensorielles peuvent mener justement à encoder cette position-là temporairement, d'être sur les mains et les genoux, qui pourrait mener à un moment donné à un déplacement. Il y a les limitations, tout simplement, particulièrement dans les milieux de garde multi-âge. Fait que si on fait, par exemple, des marches d'animaux avec des plus grands ou même nous, c'est très fort, le goût d'imiter les grands, l'adulte qui est avec nous. Donc, si on s'en va jouer au chat ou peu importe, et on se déplace à 4 pattes, mais l'enfant, généralement, entre 18 mois et 2 ans et demi, va vraiment avoir le goût de nous imiter tout simplement. Et s'il n'y arrive pas comme tel, il risque d'aller plus vers le ventre que debout. Et déjà, passer du temps sur le ventre, c'est très nourrissant pour en arriver éventuellement aux 4 pattes. Tout à fait, oui. Et les plus grands. Oui, avec les plus grands. Quand on a un grand de 8 ans, justement, qui est là pour de l'écriture, est-ce que c'est pertinent si, dans son historique, il n'y a pas eu de 4 pattes, de trouver des activités qui vont le ramener là? Tout à fait. C'est ce que certaines littératures nous disent, que de passer, de retourner en arrière pour une phase motrice. Le cerveau est plastique. On sait qu'il y a la plasticité du cerveau maintenant. Et quand j'ai commencé à travailler il y a 35 ans, on se disait que c'était plastique juste pour 6 ans. Après 6 ans, là, c'était fini. Il y a plus... Alors maintenant, on sait que le cerveau peut se transformer et faire des nouvelles connexions toute la vie. Toute la vie. Alors ça, c'est vraiment précieux comme information. Donc, sachant que le 4 pattes est important, bien, quand on a un enfant qui se retrouve avec des défis au niveau de l'apprentissage, bien, à ce moment-là, on trouve des jeux, comme tu parlais de la marche des animaux, faire la brouette. On pense à tous les jeux au parc qu'on peut utiliser pour ramper par-dessus, par-dessous, tous les grands modules dans lesquels les enfants doivent se contorsionner. On pense aussi... Ne serait-ce que pour les petits de 5-6 ans, de jouer aux petites voitures par terre à 4 pattes puis faire rouler la voiture. Ben oui. Alors, on retourne là, dessiner à plat ventre par terre, travailler au sol, finalement. Il y a plein d'idées qui existent, mais les plus vieux, une fois qu'ils ont compris ça, ils sont super contents. Puis, généralement, ils ont beaucoup de plaisir, là, faire des petits parcours moteurs à la maison, avec les chaises de la cuisine, les tables, les coussins, on passe par-dessus, on passe par en dessous, toujours à 4 pattes, toute la famille, le train, on y va. Les idées sont assez vastes pour le faire, mais le concept, c'est que ça se reprend. Ça se reprend. Dehors, juste la nature est très inspirante pour ça, et je pense aux bibites, on cherche des coccinelles, on cherche des fourmis, bien, c'est dur d'en trouver si on est debout. Fait qu'on risque de se placer à 4 pattes, voir sur le ventre et explorer absolument. Tout ça. Puis pour nous autres, les grands, si on retourne à 4 pattes avec nos plus vieux ou nos tout petits, ça ne doit pas être mauvais non plus. Absolument pas. C'est aussi bon pour tonifier tous nos muscles, les retonifier ou maintenir la force musculaire. Il y en a plein, des exercices à 4 pattes. Là, si on décide qu'on se remet en forme, là, puis il y a un coach qui va nous dire « Allez, à 4 pattes, dos rond, dos creux, yoga, absolument. Superman, toutes ces choses-là. » Fait que c'est ça. On retourne toujours dans ces positions-là pour renforcer toute notre stabilité posturale, tout ça. C'est le principe de « use it or lose it ». Fait que là, si on extrapole ça, c'est « develop it, keep it and keep using it ». Ça serait développe-le, utilise-le, puis... continue à l'utiliser. Continue, c'est ça, lâche pas. OK. On a dit pas mal d'affaires jusqu'à maintenant. J'ai l'impression qu'on a fait quand même le tour parce qu'on a parlé
des étapes. On a parlé les bénéfices de la marche à 4 pattes, de comment elle pouvait être différente, de comment on peut la stimuler chez les petits, chez les grands, qu'est-ce que la littérature nous en dit, l'impact de ça aussi chez nos plus vieux au niveau des apprentissages. La dernière question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il faut consulter? Et si on remarque que notre enfant ne fait pas de 4 pattes, ou si on remarque un déplacement atypique sur les fesses ou autre, ou si on est en milieu de garde et qu'on reconnaît ça chez nos tout-petits, est-ce qu'il faut en parler aux parents? Est-ce que, justement, il y a matière à consulter? Ou est-ce que c'est une observation qu'on fait et on se dit mettre en place des conditions inspirantes pour que l'enfant ait le goût de retourner au sol, c'est probablement suffisant? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est vraiment la prévention puis l'éducation des gens qui s'occupent des petits. Je pense que c'est ça qui est le plus important, à moins que ça ait un impact fonctionnel très important chez l'enfant ou que l'enfant présente des retards qui sont plus importants que juste de ne pas marcher à 4 pattes. Il y a toutes sortes de... Juste moteur ou dans d'autres domaines aussi, ça pourrait être dans d'autres domaines, mais quand on a une référence pour un enfant qui est en retard au plan de la motricité, généralement, ça inclut un paquet d'autres choses aussi. Est-ce que je consulterais que pour ça? Pas nécessairement, mais si j'avais besoin d'avoir des idées plus concrètes de comment faire pour aider mon enfant, je pense que si les gens écoutent ce podcast aujourd'hui, ils savent que maintenant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à reprendre le jeu au sol avec leur enfant, qu'il ait n'importe quel âge, et essayer de bâtir quelque chose de drôle, ne serait-ce que de monter les escaliers en lion, puis de les redescendre en ours, et puis ça ferait le travail là, de façon régulière. On fait ça, on va prendre notre bain tous les soirs en marchant comme un chien, ou c'est des petits trucs qu'on peut mettre dans la routine quotidienne, simple. Puis, tu sais, quand les éducatrices se questionnent sur les déplacements de certains enfants, c'est souvent juste de rediriger puis de dire qu'on va déposer toujours l'enfant au sol à plat ventre plutôt qu'assis, d'encourager les jeux au sol, de les amener, comme je disais tout à l'heure, jouer au gymnase, puis de leur donner des défis où ils doivent se mettre dans cette position-là. Mais personnellement, je pense pas qu'on doive nécessairement aller chercher l'aide d'un professionnel, à moins qu'on ait d'autres questionnements et puis que l'enfant, ça n'aille pas bien là, dans son développement ou dans son fonctionnement général. Mais c'est une chose importante à observer, c'est préventif de le développer. Oui. Mais on n'empêche pas les enfants non plus de marcher ou de se déplacer comme ils sont capables de le faire, mais on va les encourager à essayer d'autres stratégies aussi. C'est ce que j'ajouterais. Bien, c'est une belle conclusion. Il me reste à te remercier d'être venu discuter ce sujet-là avec moi. C'était plus stimulant encore que je l'avais anticipé. Et pour tout le monde qui nous écoute, si vous avez envie d'aller plus loin sur différentes tangentes qu'on a prises, que ce soit parler du temps sur le ventre, des réflexes primitifs, les autres épisodes sur les jalons aussi, le retournement, la position assise, sur le système vestibulaire, bien, je vous mets tout ça en référence et je vous retrouve dans le prochain épisode. Bye Sylvie! Bye! Merci! Bye tout le monde! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!